Alors bonjour à toutes et tous. On va donc commencer pile à l'heure pour une conférence que le ministère de la Culture, une conversation autour de l'architecture du logement que le ministère de la Culture a souhaité organiser. Donc je vais présenter aussi les deux conversants, je ne sais pas comment on peut dire, ceux qui vont converser. Donc moi je suis Magali Pinon-Lecomte, sous-directrice de l'architecture et de la qualité de la construction et du cadre de vie au ministère de la Culture au sein du service de l'architecture. Très contente d'être ici et très contente que Raphaël et Charlotte aient répondu à notre invitation. Donc j'ai le plaisir d'animer cette conversation que mes invités ont choisi d'intituler «L'architecture du logement sur l'habitat comme lieu ou être». Et donc tout un programme qu'on va essayer d'étoffer et d'illustrer pendant cette demi-heure. J'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Hubert, qui est architecte en chef des monuments historiques associé à l'agence H2O, Équerre d'Argent 2023. Et puis Raphaël Gabrion, qui est architecte, c'est l'agence Raphaël Gabrion, c'est comme ça qu'elle s'intitule. Aussi Équerre d'Argent 2022, c'est ça? Non, pas du tout, nominé, pardon. AJAP, par contre, 2008, c'est ça. Donc album des jeunes architectes et paysagistes 2008, et lauréat du prix de l'habitat en 2024, ça c'est vrai. Voilà, très bien. Donc un grand plaisir de les accueillir ici autour de ce sujet. Alors on a voulu vraiment, le ministère de la Culture a vraiment souhaité avoir une conférence, ou un temps, une conversation là en l'occurrence, sur cette question du logement et de la place de l'architecture dans la production du logement, et de dire qu'en fait l'architecture fait logement, et que l'architecture a une place essentielle dans la conception des logements, et et donc c'est la question du projet architectural, de la création architecturale pour le logement, et que le logement, évidemment, cette question qui est très technique, la politique du logement est une question très technique, elle peut mobiliser des questions techniques, des questions fiscales, des questions financières, des questions constructives, des questions foncières, mais elle doit aussi, et ne pas oublier, la dimension architecturale et de création architecturale en l'occurrence. Et c'est pour ça que nous avons souhaité convier deux architectes. Je vais d'abord passer la parole à Raphaël. Il nous a semblé intéressant dans cette conversation de faire, comme elle est assez courte, à une demi-heure, de faire dans un premier temps, deux focales sur les questions qui nous préoccupent, qui sont peut-être contemporaines, mais je laisserai mes invités en témoigner ou dire deux mots sur ce sujet, qui sont peut-être contemporaines. C'est la question à la fois d'abord de la question d'intervenir sur le déjà là, comme on dit maintenant selon l'expression commune, en tout cas sur l'existant, comment donc cette question du logement, elle interroge la question de l'existant, ou l'existant interroge la question du logement, comment on intervient, comment on produit de logement dans l'existant, c'est la question du recyclage urbain, la question de la réhabilitation, qui est un sujet et une pratique au ministère de la Culture dont nous nous saisissons de façon assez volontaire actuellement pour faire en sorte que la réhabilitation soit considérée comme un acte de création architecturale. Et puis la deuxième question, c'est la question de l'échelle. Et c'est là-dessus que je vais passer la parole à Raphaël, puisqu'en préparation, c'était un peu ce qu'on s'était dit, et ce que moi j'avais pu entendre dans d'autres conférences de Raphaël. C'est la question qui est vraiment centrale en architecture, c'est l'articulation entre les différentes échelles et le passage en fait de l'intime, donc du logement, aux espaces publics, aux espaces communs. Et c'est ça qui fait architecture, qui fait ville, qui fait urbanité. C'est cette articulation et ces transitions entre les différentes échelles, donc l'approche multiscalaire, transcalaire, comme on dit de façon un peu pompeuse, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc Raphaël, est-ce que vous pouvez nous dire un peu des choses sur cette question d'échelle,
et sur la place du logement aussi dans la question de la conception et la place des architectes. Ça fait beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup Voilà, de choses. On Marie. va les prendre dans l'ordre. Déjà, merci pour l'invitation. J'entends les mots. C'est une question économique, c'est une question technique. Oui, bien sûr. C'est une question vitale en fait. Et, selon moi, il n'y a pas à négocier. La question du logement, elle est centrale et elle est le point de départ de tous les autres sujets. J'ai préparé quelques images, 8 images. On va commencer par ça, juste pour illustrer un premier propos, c'est que la question du logement, elle est liée à son cadre avant tout. Vous connaissez la phrase de Pérec, peut-être, qui dit qu'on habite sa chambre, son couloir, son porche, sa rue, sa place, son quartier, etc. Et jusqu'au grand territoire. On peut avoir une conscience très élargie de cette sensation de logement. Je montre cette image parce que ça, c'est un petit peu notre territoire de travail aujourd'hui, à tous. C'est pas celui de la ville constituée, il n'y a pas grand chose à ajouter à la ville constituée, elle va très bien. C'est ce territoire-là, ces territoires-là, il y en a partout autour de la ville, et c'est le territoire post-industriel qui a été, on va dire, mal planifié, ou qui s'est fait dans une manière désorganisée, en lien avec le travail et l'industrie au 19e siècle, mais ça a perduré encore, on en discutait juste avant, sur la question des lotissements aussi dans les campagnes. Donc on continue à mal planifier et à pas prendre soin de ce cadre. Donc je pense qu'il y a ce travail de réparation, de lien à faire avant même de dessiner le logement, parce qu'on peut habiter à Paris, trouver ça, avoir un mauvais logement, mais de se dire qu'on est content d'y habiter. Parce qu'on est dans un cadre qui se tient bien et on se situe bien, on a une belle vue et on habite son quartier, on habite son troquet, etc. Donc je pense qu'il y a cette première approche. La deuxième, pour dire que cette perception-là, elle ne va pas être globale, elle va commencer de l'intérieur. Je ne pense pas qu'il faille dessiner la ville et se dire après on va faire des logements. On dessine le logement et après ça va faire la ville. Le logement est l'étalon de la ville. Donc je pense que c'est d'abord une perception de l'intérieur. On est bien avec les autres si on est bien chez soi. Ça va passer par la question de la fenêtre et de cette sensation d'appartenir au paysage et d'être en même temps en retrait, d'appartenir à une grande unité paysagère. Donc la question de la fenêtre est peut-être de la distance en fonction du contexte qu'on va mettre en place avec l'espace public et comment on va doser la fenêtre de manière savante pour préserver l'intime tout en ouvrant. Voilà. Un autre exemple, ça c'est issu de Carnet, ça c'est la manière dont on travaille à l'agence. On va, avant de dessiner le détail, même si on a quelques solutions typologiques, on va d'abord se situer. Ce qui est important, c'est de savoir, même quand on est ici, on est rentré, on a pris un porche, on a pris une cour, on a pris un escalier, on est monté jusqu'ici, et on se situe par rapport à là où on est venu, on sait où est le parc, où est le périphérique, etc. Et notre espace mental est beaucoup plus grand. Donc je pense que c'est important, quand on parle de logement, de l'étendre à la question même des 4 murs qu'on va vendre ou qu'on va louer. Et après, on va se rapprocher doucement et on va de l'intérieur le composer de manière à avoir cette conscience du territoire. Je pense que c'est très important parce qu'il y a un débat sur la question de la surface, etc. Moi, j'ai envie de répondre sur la question de l'habitabilité. Il y a la surface habitable et il y a la surface l'habitabilité. C'est-à-dire que parfois on fait 80 mètres carrés, mais on va habiter que 50. Donc c'est pas génial. C'est-à-dire que c'est 50 mètres carrés qui sont des couloirs sombres, qui n'ont aucun intérêt, dans lequel on ne va pas se sentir très bien. Un lieu ou être, un habitat ou être, c'est où on va vivre des choses, on va avoir des sensations et on va pouvoir. C'est pas des lieux de passage, on va s'arrêter, s'occuper et faire des choses. Mais il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'air, etc. Donc ça, c'est pour nous un préalable. Le dessin de droite, il montre, ça c'est un projet, j'y vais juste après, mais comment, à un moment, on a banni tous les couloirs quasiment. On va partitionner le logement et donner un grand potentiel au logement avec la même surface qui nous est donnée, mais faire circuler l'air et d'avoir une vue presque. Alors, pour la petite histoire, le logement que je vous montre là, c'était pensé comme pour être une maison et après c'est devenu un logement. Très rapidement, la question de l'échelle, ça veut dire
oui, la question c'est de se mettre à l'échelle. On va commencer à assembler pour se mettre, faire allégeance à son environnement. Donc je vais passer très rapidement parce que je crois que je commence à être long. Une image qui montre une illustration d'un logement traversant. Ça c'est un vrai combat qu'on mène à l'agence. Je sais que c'est un vrai débat économique, mais comme nous on en fait un sujet central, on arrive à défendre économiquement l'idée de faire des logements traversants parce qu'on défend la question de la ventilation naturelle et de la lumière naturelle partout, dans les salles de bain, dans les cuisines et des pièces traversantes. On est au milieu du territoire et on suit la course du soleil. Donc, ça, c'est la question du mobilier. On peut aussi anticiper la manière dont on va meubler. On arrive avec des grosses armoires, des meubles télé. Il y a des choses, des préalables qui sont donnés par le logement qu'on ne dessine jamais. Nous, on aime bien anticiper ces sujets-là pour que la qualité du logement reste intègre. Là, par exemple, on avait dessiné des niches qui correspondent à des tailles types de meubles, Ikea ou autres, qu'on peut faire sur mesure. On réfléchit, alors là, une image très rapide de plein de logements, mais on réfléchit à des systèmes d'étagères suspendus qui sont comme des greniers perdus ou des celliers perdus qu'on retrouve dans les logements. Alors, certains opérateurs nous disent oui, ça coûte cher. Bah non, en fait, pas forcément. Quand on construit à Paris et qu'on a la surface qu'on a, à un moment, il faut trouver de la surface habitable et on augmente l'habitabilité en dégageant les espaces et en fabriquant beaucoup plus de placards et on crée des espaces suspendus qui sont solides. On a même fait un logement, on pouvait mettre une planche à voile, vous imaginez, et ça fait des espaces comprimés dans les entrées, par exemple, et vous pouvez ranger plein de choses. Et en même temps, ça fragmente l'espace, ça fabrique des lieux de compression, décompression, et quand ça se décomprime, on a l'impression que c'est encore plus grand. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était très rapide pour d'embrasser un petit peu tous les sujets, toutes les échelles. Et je passe la parole peut-être à Charlotte. Merci Raphaël. Déjà, sans anticiper les questions après, il y a pour moi, dans ce que vous avez dit, une vraie tension entre la question de la typologie et le singulier, en fait, l'inscription dans un site, mais on y reviendra peut-être. Donc, Charlotte, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire c'était important aussi qu'on vous invite tous les deux parce que vous avez des pratiques différentes, donc peut-être, et c'était aussi pour montrer toute la richesse de l'activité, de l'action, enfin du rôle de l'architecte, pardon, et toute cette diversité, la complémentarité des approches. Donc, Charlotte, je vous laisse peut-être poursuivre avec vos interventions sur l'existant et sur voilà. Bonjour à tous, oui. Je vais suivre dans la même veine puisque nous on a une activité qui est plus peut-être plus dans la réhabilitation, reconversion, reprogrammation, travailler avec le déjà là. Moi je suis issue d'une agence qui s'appelle H2O Architecte. On est 3 associés avec des parcours assez différents dont moi qui suis plutôt spécialisée dans la restauration des monuments historiques et qui travaille sur les sujets avec mes 2 associés, Jean-Jacques Hubert et Antoine Santière, qui eux venaient de la création contemporaine, et en se mettant ensemble, on a trouvé un modus vivendi et des projets qui regroupent un peu ces 2 paramètres qui sont le patrimoine, souvent le patrimoine de qualité, et la création contemporaine, du moins la reconversion et la reprogrammation pour des usages nouveaux, dont le logement. Alors Magali l'a dit d'entrée, la question dont on entend beaucoup parler du réemploi, toutes ces questions-là, nous, c'est vrai qu'elles nous amusent souvent à l'agence parce que c'est des choses qu'on a intégrées depuis la création de l'agence, parce que quand on travaille dans le patrimoine, on est quelque part les champions du réemploi, hein, surtout en monument historique, puisqu'on ne change que ce qui doit être changé, on remplace avec le même matériau, on aspire à une pérennité au siècle. Donc on a cette question-là qui est un peu une pratique qui est devenue une pratique courante de notre agence. Et puis pour faire la transition avec Raphaël,
qu'on travaille sur ce qui est déjà là ou qu'on travaille en création, en fait, les paramètres sont un peu les mêmes. On regarde ce qu'il y a autour, comment les gens peuvent habiter dedans. Et puis, nous, ce qu'on a coutume de dire, ce qu'a très bien expliqué Raphaël, c'est un peu plus d'espace que de surface. Ou est-ce que espace et surface, c'est la même chose? Ben non, c'est ce que tu as expliqué. Et la question, elle se travaille sur les usages et sur les espaces à l'intérieur des logements, plus que sur des surfaces qui peuvent être gâchées, effectivement. Dans des couloirs, tu as beaucoup parlé des couloirs, et nous, on a à intervenir sur des édifices qui souvent, je vous montre ici la caserne de Reuilly, donc qui était une caserne militaire au cœur du 12e arrondissement de Paris. On arrive souvent sur des édifices qui sont les champions des couloirs. Au 19e siècle notamment, on faisait des couloirs et on distribuait des pièces qui donnaient sur des... Puis on a des tonnes d'espaces secondaires assez peu agréables et beaucoup d'espaces quelque part aujourd'hui qu'on considère comme perdus et qu'on doit réintégrer. Alors la caserne de Reuilly, c'est un projet particulier, c'est pour montrer peut-être une autre facette de notre métier sur laquelle nous on a été architecte coordonnateur. Et on a travaillé très en amont avec, c'était Paris Habitat, le bailleur social qui a récupéré cette caserne, racheté au ministère des Armées, pour y installer un programme de plus de 600 logements. Et on a travaillé sur tous les cahiers des charges, fiches de l'eau, et ensuite avec des 6 architectes qui ont construit ou réhabilité l'ensemble. La particularité de ce projet, c'est qu'il n'y a pas eu de concours, ça a été une concertation, un appel d'offres en fait, où les architectes ont été recrutés pour travailler tous ensemble et pas figer le projet par l'image de concours dès le départ, et pouvoir développer un projet commun à 7, du coup, architectes, les 6 plus nous, sur cette caserne. La réussite sûrement du projet, c'est de faire ce grand programme unitaire architectural en amont, réussir avec 6 architectes sur de l'existant à avoir des façades quelque peu unifiées, c'est-à-dire les mêmes enduits, les couvertures qui sont les mêmes, pour garder cette image de caserne contre laquelle on ne pourra jamais lutter, libérer la place, ce qui était la place d'armes centrale, pour en faire un jardin. Là, c'est nous qui avons été les maîtres d'œuvre, travailler sur le commun, nous on a travaillé sur le commun, et puis les équipes d'architectes qui ont développé les logements à l'intérieur qu'on avait un peu pré-programmés, beaucoup de traversants, on ne peut que défendre le traversant, notamment actuellement, et on le voit bien aujourd'hui, on a des espaces non traversants, parce qu'il doit y avoir un couloir là derrière justement, pour desservir le confort qu'on a par la ventilation naturelle, qui est aujourd'hui une évidence, mais qu'il faut encore pouvoir mettre en œuvre. Autre projet, je vous montre quelques projets qui sont, on a très peu de temps, mais qui vous montrent qu'on peut, la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on peut tout mettre partout? Malheureusement non, ou alors il faut se contorsionner. Là, à la caserne de Reuilly, on pouvait créer du logement dans une caserne, avec, et ça c'est des discussions que nous on a avec tous les instances patrimoniales, notamment les architectes des bâtiments de France et compagnie, on a dû créer des travées de fenêtres supplémentaires, parce qu'une caserne, ça marche avec des pièces qui ont très peu de jours. On met des lits superposés de chaque côté, une petite fenêtre, et ça suffit pour les militaires. On n'habite pas là-dedans, donc on doit repercer les fenêtres. Là, on est à l'îlot Saint-Germain, qui est un projet en plein milieu du 7e arrondissement de Paris. Alors, on n'a pas de spécialité avec le ministère des Armées, mais c'était aussi le ministère des Armées, et ça, c'est la RIVP qui a récupéré ces espaces. C'était des bureaux qui ont été transformés en logements. Et on le voit bien sur l'image avec un grand immeuble sur rue du 18e et 19e siècle, reconverti en logement. Et puis, à gauche, on le voit mieux sur l'image, je pense, d'après, des bureaux des années 60, trame béton très régulière et rigide, sur laquelle il a fallu travailler pour créer du logement, et où on a créé un exosquelette pour pouvoir donner aux gens des espaces extérieurs. Orienté sur un jardin central, il y a aussi un gymnase dans ce lieu qui est mis en souterrain pour pouvoir avoir un jardin qui est un petit peu suspendu, et l'enjeu du vivre ensemble et de recréer un espace, là on est en plein Paris, un espace végétal au centre. Je passe très vite parce que je suis trop longue, hein. Juste quelque part pour le plaisir, et parce que c'est peut-être une marotte dans notre agence, parler du familistère de Guise,
que j'espère vous connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, il faut y aller, il faut aller dans l'Aisne. Et c'est là où c'est sûrement inventé le logement tel qu'on le connaît aujourd'hui, contemporain, dans les années 1860, le vivre ensemble. Et on a la chance de reconvertir du logement, travailler aussi en monument historique sur du logement, l'adaptation, et c'est possible, sur du logement contemporain. C'est parfait. Donc oui, il nous reste 10 minutes pour avoir soit des questions dans la salle. Moi j'en ai une en tout cas qui me brûle les lèvres. Hein, donc je ne sais pas s'il y a des questions, autrement je poserai la mienne. Je fais le buzz avec ma question. Alors bon, oui, donc moi, en fait, moi, en vous écoutant, mais ça illustre une question que moi je me pose en fait, et qui est justement, je pense, très actuelle. En fait, c'est des questions qui sont liées aux évolutions qu'on connaît tous de toute nature. C'est vraiment comment vous percevez vous la complémentarité, comme je disais tout à l'heure, la mise en tension entre, Charlotte, là, vous avez montré cette question de la typologie, de la normalisation, la standardisation nécessaire, en fait, la question de l'industrialisation, la question de la réglementation, donc tout ce qui fait justement, qui fait aussi avec des évolutions positives sur les questions de transition écologique notamment, de décarbonation, de rénovation énergétique, enfin, et voilà, pour tenir en fait nos engagements climatiques, écologiques, etc. Comment vous percevez cette mise en tension avec ce que vous avez très bien présenté sur le fait que quand on intervient, en fait l'architecture c'est situé, c'est une discipline située, contextualisée, et donc comment parce que je pense que c'est une des difficultés et peut-être le malentendu parfois qu'il peut y avoir aussi avec des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. Bon, je ne sais pas si c'est une question qui vous inspire, elle est compliquée. Hein. Non? Ah si, ça y est. Elle est devenue compliquée, mais j'aime bien dire, quand je vais dans les écoles, aux étudiants, leur rappeler que la construction ou la question environnementale sont au même niveau. Ce sont des outils évidents, des questions et des réponses évidentes, mais le préalable reste ce qu'on a raconté, c'est la question du récit, du logement et de la ville. Les bâtiments, quand j'en parle, j'en parle pas comme un objet environnemental, c'est une évidence. Néanmoins, je trouve que le discours environnemental a parfois pris le dessus. Moi, je suis personnellement très engagé sur cette question-là, mais je la prends sous un autre angle. Par exemple, une question qui me taraude beaucoup, c'est la question de l'air. On parle de la matière, de construire bien avec une géosourcée, biosourcée, on le fait très bien. Néanmoins, on ne parle jamais de la question de l'air. L'air intérieur est 10 fois plus pollué par des peintures, des sols en plastique, par le fait que l'air ne circule pas, qu'on doit faire circuler l'air, donc on met un moteur qui fait tourner la machine qui a besoin d'énergie, qu'il faut alimenter, donc on met des panneaux solaires. Il y a un moment, on marche un peu sur la tête, et je pense qu'il y a des choses assez basiques qui fonctionnent très bien. Il m'est arrivé une chose terrible, c'est que mon frigo est tombé en panne il y a quelques temps, et que le dépanneur en fait n'a pas pu ramener le frigo, il s'est annulé, etc. Et en fait on vit sans frigo. Et mes parents et grands-parents me disent, mais en fait on pouvait se débrouiller, et on apprend à se débrouiller, on fait le test en tout cas. Et je pense qu'on devrait faire la même chose dans le logement. On a banni certaines typologies qui marchaient très bien, on a même démoli des bâtiments entiers parce que les quartiers fonctionnaient bien, alors que c'était des bonnes typologies, qui avaient plein de vertus et qui sont arrivées là sous un angle hygiéniste, mais qui solutionnaient des vraies questions. Sur la question environnementale, évidemment qu'il faut faire des bâtiments qui soient solides comme le roc, parce qu'on a fait des bâtiments fragiles et qu'il faut les réhabiliter, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais qui tiennent dans le temps. C'est avant ça un bâtiment durable, il y a la question de l'air, et après la question effectivement de la source.
qui coûte cher. Faire en pierre et en bois, c'est bien sûr que ça coûte cher. Alors, il y a des solutions. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question du hors-site. Le hors-site, pendant longtemps, j'ai un peu banni cette question parce que j'avais l'image du Formule 1 et d'une architecture de passage ou d'urgence qui ne me renvoyait pas à un lieu où j'ai envie d'être. En fait. Et aujourd'hui, on la prend sous un autre angle, cette question-là, d'abord parce qu'on me l'a imposée, donc j'ai dû l'étudier de près. Et je m'aperçois qu'elle apporte de vraies solutions sans changer notre discours sur le bâtiment et la ville. Mais c'est un outil. Je ne prends pas ce qu'on me donne comme outil. On me dit on devrait prendre les salles de bain, je sais pas quoi, ou les préfats et composer avec, parce que le Lego c'est comme ça. Non, c'est à nous de faire ce qu'on a à faire, comme de continuer de dessiner nos bâtiments quand on en a envie, mais par contre d'utiliser l'industrie peut-être pour mieux y arriver. Ça permet de quoi? Ça permet de faire des bâtiments avec des chantiers beaucoup plus courts, des objets, des éléments qui sont bien faits, qui sont maîtrisés en usine, standardisés. Il faut apprendre à standardiser pour faire un objet non standard. Mais on fait le test et en fait on fait des chantiers vachement intéressants qui nous coûtent moins cher et on arrive à réinjecter du bois, de la pierre, etc. Alors ça reste encore cher ces choses-là, mais on arrive à réduire les coûts et même sur d'autres bâtiments on a réduit les coûts. Par exemple, une fenêtre, avant on faisait un trou, fallait mettre un échafaudage pour sécuriser, etc. Et après on posait la fenêtre, après il fallait l'étancher, etc. Aujourd'hui on compose les fenêtres comme un seul cadre avec tout dessus, on arrive, on n'a pas besoin d'échauffage, on est sécurisé, et elle est bien faite, elle est de qualité, on a réussi à se payer une fenêtre bois alors que par ailleurs il aurait fallu mettre de l'alu parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie sur le chantier. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des solutions industrielles qui sont intéressantes, mais tout ça, ça doit être toujours au service, j'ai commencé par ça, mais le préalable c'est le logement. Est-ce qu'on va en faire? Et nous on est un peu les chefs d'orchestre. Mais ça nous impose de rentrer un peu dans les moteurs de calcul aussi des RT, parce que si on prend les moteurs de calcul RT, on devrait faire des bâtiments très épais, avec moins d'habitabilité, peu éclairés, difficiles à ventiler, et je pense que là c'est un contresens. Donc on arrive à faire la démonstration qu'on arrive à faire des bâtiments plus fins. Du reste, les bâtiments qui font entre 8 et 12 mètres, vous ne ratez pas votre logement, ils sont super bien ventilés, à nous d'en faire un objet performant. Parce que c'est ça, c'est de ça dont on nous parle aujourd'hui. Oui, même chose, moi je suis assez d'accord sur le fait que ces notions environnementales sont un paramètre dans la conception globale qu'il faut recentrer. C'est pour ça qu'on a besoin des architectes sur la conception du logement, le bien vivre, et qu'après derrière nous il y a une espèce de boîte à outils où on doit composer avec tout ça. Nous, dans l'existant, et c'est important de le dire parce que la notion de bilan carbone, elle est assez peu prise en charge. Au BTP, on est les plus gros producteurs de déchets quand même. Et ce qui est important, c'est la durabilité. Chez nous, la durabilité des ouvrages que l'on met en place. Alors nous, on le voit très très bien parce que quand on est habitué, qu'on a une agence comme la nôtre, où d'un côté on restaure des fenêtres de 1740, on va changer le jet d'eau, puis elles vont encore faire 100 ans. Vous voyez, il y a des ouvrages de menuiserie qui durent 400 ans, ça existe et il y en a un peu partout. Et on s'interroge après quand dans les projets de réhabilitation ou de création, on se dit mais nous on va pas mettre une fenêtre qui va durer 10 ans. Comment on fait pour que cette durabilité crée moins de déchets en fait? On a cette réflexion-là quand on travaille au Familistère de Guise où on voit que dès 1860, il y avait des questions de ventilation qui avaient été mises en place. On créait des caves qui étaient fraîches et on amenait l'air des caves jusqu'au logement du 3e étage et puis on créait des cheminées qui pouvaient extraire l'air chaud. Toutes ces questions-là, et je suis d'accord avec Raphaël, c'est une question qui doit être travaillée assez finement et en fonction vraiment du projet et ne pas se limiter et réinventer un peu. C'est la question de frigo. Réinventer comment on vit sans, comment on fait pour que ça soit frais quand il fait chaud, comment on réinvente sans tomber dans des processus, parce que la norme, elle peut pas être, ou l'industrialisation, elle peut pas être, je suis d'accord, à l'échelle du logement, elle peut être sur des éléments que l'on apporte, mais et le danger pour les architectes, c'est effectivement de normaliser l'ensemble et puis de sortir. Voilà.